À peine nommé chancelier de l'Allemagne le 30 janvier 1933, Hitler commença à mettre en œuvre ses projets à long terme. Dès le 3 février, il réunit son état-major et le mobilisa pour préparer l'objectif ultime: conquérir les territoires de l'Est et les germaniser coûte que coûte. Les instructions étaient claires: se préparer à une politique expansionniste de grande ampleur. L'armée de l'air, la Luftwaffe, était commandée par un héros de la Première Guerre mondiale, Hermann Göring. Elle aussi disposait d'un cadre pour se structurer. Hitler révéla l'existence de la Luftwaffe en mars 1935. Il annonça également que 300 000 hommes composaient désormais l'armée allemande et que la conscription avait été rétablie. La Grande-Bretagne et la France protestèrent timidement face à cette violation flagrante du traité de Versailles. Mais les deux pays commencèrent très vite, à contre-cœur, leur plan de réarmement. Jusque-là, les objectifs d'Hitler avaient été modestes. Il s'était contenté de reprendre ce qui appartenait à l'Allemagne, la Rhénanie et la Sarre. Désormais, son objectif était bien plus ambitieux. Il visait l'Autriche, son pays natal. En 1934, les nazis autrichiens avaient tenté de prendre le pouvoir et d'unir leur pays à l'Allemagne. Tous les Autrichiens parlaient allemand, après tout, même s'ils n'avaient jamais fait partie d'un État allemand. En février 1938, un nouveau complot nazi fut démasqué en Autriche. Le chancelier autrichien, Kurt von Schuschnigg, protesta vigoureusement auprès d'Hitler. Hitler répondit en exigeant de l'Autriche qu'elle cesse de maltraiter les nazis autrichiens et qu'elle s'unisse à l'Allemagne. Schuschnigg organisa rapidement un référendum afin que les Autrichiens puissent décider de rester ou non indépendants. Mais le 12 mars 1938, à la veille du référendum, Hitler, craignant que le résultat ne soit pas à son avantage, envoya ses troupes. La surprise absolue et l'accueil enthousiaste réservé aux envahisseurs par des sympathisants nazis firent de l'Anschluss une invasion sans effusion de sang. Quelques heures plus tard, Hitler annonçait l'annexion de l'Autriche par le Troisième Reich. Pour la première fois, une nation souveraine était annexée pour former une grande Allemagne. Une fois encore, les démocraties occidentales ne réagirent pas. Au cours de l'été 1938, Hitler se tourna vers sa nouvelle cible, la Tchécoslovaquie. Une minorité allemande non négligeable vivait au nord-ouest du pays, dans la région des Sudètes. La région allemande des Sudètes faisait partie de l'ancien empire austro-hongrois, mais elle avait été rattachée à la Tchécoslovaquie lors de la création du pays en 1919. C'était une véritable bombe à retardement amorcée à la signature du traité de Versailles. Hitler encouragea les Allemands des Sudètes à réclamer leur autonomie, puis menaça le gouvernement tchécoslovaque de représailles s'il refusait de l'accepter. Mais au début du mois de septembre 1938, le Premier ministre britannique, Neville Chamberlain, préoccupé par la guerre qui semblait imminente, décida d'intervenir dans le conflit comme conciliateur. Il rencontra Hitler 2 fois. Le dictateur nazi lui déclara que s'il pouvait récupérer la région des Sudètes, il n'aurait plus aucune autre exigence territoriale en Europe. C'est le 29 septembre 1938, à Munich, que Daladier pour la France et Chamberlain pour la Grande-Bretagne signèrent l'accord qui octroyait la région des Sudètes à l'Allemagne en échange d'un engagement formel de la part d'Hitler à ne plus revendiquer aucune autre extension territoriale. Si Daladier rentra honteux d'avoir accepté ce nouveau marché de dupes, Chamberlain retourna triomphant en Grande-Bretagne, convaincu d'avoir sauvé durablement la paix.
Le 1er octobre, les troupes allemandes occupèrent donc la région des Sudètes et s'emparèrent des fortifications de la frontière tchécoslovaque. En mars 1939, la Slovaquie, à l'est du pays, se tourna vers Hitler pour qu'il l'aide à obtenir son indépendance. La raison invoquée était la différence ethnique de sa population par rapport aux autres régions tchèques. Hitler fit venir à Berlin le premier ministre tchécoslovaque, Emil Hácha, et le poussa par des manœuvres d'intimidation à mettre son pays sous la protection de l'Allemagne. Les troupes allemandes purent alors envahir sans entrave le reste de la Tchécoslovaquie. Le Reich annexa la plus grande partie du pays et la Slovaquie fut déclarée protectorat de l'Allemagne. Pour la première fois, Hitler s'était emparé d'un territoire non germanophone et une fois encore, la Grande-Bretagne et la France n'élevèrent que de timides protestations. Fin mars 1939, Hitler renouvela sa demande à la Pologne de lui céder Danzig. Cette fois-ci, la France et la Grande-Bretagne affirmèrent sans équivoque qu'elles déclareraient la guerre s'il attaquait la Pologne. Hitler ne tint pas compte de cet avertissement. Il était convaincu de la faiblesse et de l'indécision de ses adversaires. Dans l'après-midi du 31 août 1939, les troupes allemandes achevèrent les derniers préparatifs pour l'invasion de la Pologne. Les forces aériennes étudièrent l'emplacement de leurs cibles. Les chars prirent position. Aux premières heures du 1er septembre, des soldats allemands, vêtus d'uniformes polonais, attaquèrent une station de radio du côté allemand de la frontière, laissant derrière eux quelques cadavres. Ce fut le prétexte qu'utilisa plus tard Hitler pour justifier son attaque. À 8 heures du matin, avant que la guerre ne fût officiellement déclarée, les troupes allemandes franchirent la frontière polonaise et les unités mobiles pénétrèrent à vive allure dans le pays. 2 jours plus tard, le 3 septembre, la Grande-Bretagne et la France déclarèrent la guerre à l'Allemagne, fidèles à leur promesse de soutenir la Pologne. Mais les Polonais se trouvaient déjà dans une situation critique. Non seulement ils étaient beaucoup moins nombreux que les Allemands, mais surtout, ils étaient confrontés à un nouveau genre de guerre auquel ils n'étaient pas du tout préparés, la Blitzkrieg. Dès le début, tout se présenta très bien pour les Allemands. L'armée de l'air polonaise fut éliminée sans aucune difficulté dans les 2 premiers jours. Les Panzers coupèrent les lignes ennemies et s'enfoncèrent profondément en territoire polonais. Les Stuka et les bombardiers moyens se montrèrent terriblement efficaces. Les Polonais furent dispersés et acculés à se retrancher dans des poches où de très nombreux soldats furent faits prisonniers. D'après la légende, certaines unités de la cavalerie polonaise essayèrent en vain d'attaquer les Panzers. Partout, les Polonais furent dépassés et incapables d'égaler la vitesse de leur ennemi. Ils furent tout simplement balayés.